Bonsoir. Les étudiants n'aiment décidément pas les réformes, les enseignants s'en méfient et les ministres en proposent. Le cercle infernal semble une fois de plus vérifié et c'est Lionel Jospin qui en fait les frais cette fois. Des milliers d'étudiants défilaient en effet aujourd'hui partout en France. Une manifestation nationale a eu lieu à Paris. Manifestation désorganisée et troublée à plusieurs reprises par des dizaines de casseurs qui se sont heurtés aux forces de l'ordre. Nathalie Darigrand, Joseph Tual. Beaucoup de monde attendait aujourd'hui les étudiants à la Bastille. Ils étaient venus de province, de Paris, 20 000 selon la préfecture, 30 000 selon les organisateurs, avec en milieu de cortège une forte présence des lycéens. C'est vrai que je suis au lycée, mais je veux dire dans 2 ans, c'est les facultés qui nous attendent et on n'a pas envie de rentrer dans des facs où c'est n'importe quoi sous prétexte de culture générale qui ne seront pas du tout de la culture. Nous, on veut être 25 par classe, on veut avoir le plus de choix possible, on veut, je sais pas moi, ouais, on veut réussir quoi, c'est tout. Changement de ton en tête de cortège, forces de l'ordre et casseurs sont déjà face à face. Dépassés, les étudiants avancent tout de même. Toujours un seul mot d'ordre, le retrait du projet de réforme des universités. Il y a une logique de sélection par l'autonomie des facs et le fait qu'on casse le cadre national des diplômes qu'on trouve absolument intolérable et inacceptable. Donc ce qui fait qu'on considère que c'est un texte qui n'est pas amendable puisqu'il ne s'agit pas de changer quelques arrêts mais toute une logique. Ces revendications, les étudiants ont du mal à les faire entendre. La manifestation est arrêtée plusieurs fois. Jet de pierre, 2 personnes sont blessées. Étudiants lycéens, pas casseurs, crient les manifestants. Certains cherchent à créer un climat de violence et de tension pour des raisons qui leur appartiennent. Les étudiants se sont organisés et on vient de reprendre les choses en main. Je crois qu'il ne faut vraiment pas donner trop d'importance à ces phénomènes. Place d'Enfer Rochereau, une centaine de jeunes affrontent les CRS. Plusieurs d'entre eux sont arrêtés. Plus loin, le cortège des manifestants se disperse. Une manifestation qui n'a de toute évidence pas répondu aux vœux des étudiants. Le ministre de l'Éducation l'affirme depuis longtemps, il faut de nouvelles mesures pour lutter contre les taux d'échec en université. Mais il se dit prêt ce soir à négocier avec les étudiants mécontents. Lionel Jospin interrogé par Anne Gouraud. Nous sommes au stade initial, mais je crois qu'il faut avancer. Donc lever les ambiguïtés, les craintes, apporter les garanties sur les points précis. Pas en général ou sur le thème du retrait, mais sur les points précis qui poseraient problème. Et puis là aussi avancer. Il est difficile de revenir à un statu quo ou de rester à un statu quo meurtrier pour 50% des étudiants dans les 2 premières années de l'enseignement supérieur. En plus, la question qui est posée, c'est que si on ne fait pas évoluer progressivement et sans heurts notre système éducatif, un certain nombre de gens qui sont là déjà vont dire bientôt ce système ne peut pas évoluer, on ne peut pas le faire bouger, et donc il faut le casser. Et ça serait extraordinairement dangereux pour l'avenir de ces jeunes, notamment pour l'égalité des chances. En politique, l'approche de l'échéance de dimanche provoque manifestement un regain de nervosité pour les dernières heures de la campagne. Des incidents violents ont eu lieu hier à Paris. 3 à 4 000 personnes s'étaient rassemblées pour une manifestation contre le Front National. Quelques éléments incontrôlés se sont opposés aux forces de l'ordre. Des incidents qui ont fait 9 blessés et 8 personnes ont été interpellées. Certains de ces manifestants voulaient se rendre au Zénith pour troubler le dernier meeting de Jean-Marie Le Pen. Mais le rapport de force n'était vraiment pas en leur faveur. Le leader du Front National a fait sale comble. Charles Sanviti, Éric Pelletier. Ici, presque en famille, on vient écouter dans l'ordre et la discipline. Le parti est là, qui veille à tout, pas d'improvisation, surtout pour ce dernier meeting national. Grands moyens déployés, un satellite loué, 30 villes et Paris écoutent en même temps la politique selon Jean-Marie Le Pen. Une profession de foi sans surprise, à nouveau la thèse du complot est resservie, mais cette fois, pour Jean-Marie Le Pen, la situation va lui profiter. Cette conjonction de toutes les forces maléfiques de la France a constitué une véritable révélation pour les citoyens. Et beaucoup de ceux qui étaient il y a quelques semaines encore résolus à rester chez eux pour témoigner du mépris dans lequel ils tiennent le monde politique officiel, iront accomplir leur devoir pour sanctionner ces violations de l'esprit démocratique. Bref, transformer le vote protestataire en vote d'adhésion. Aujourd'hui, le Front National affiche sa stratégie,
au profit d'un seul homme, Jean-Marie Le Pen, présidentiable permanent. Des incidents encore, mais beaucoup moins importants, ont eu lieu aujourd'hui à Toulon. Des incidents qui impliquent une fois encore le Front National. Enrico Macias et Daniel Echter de la liste Énergie Sud se sont accrochés verbalement avec des militants du parti de Jean-Marie Le Pen. Hugues Girard était là. Alors vous venez nous voir? Ben oui. Ah, monsieur le Chevalier. Ouais, comment ça? Jean-Marie Le Chevalier, c'est la tête de liste varoise du Front National. Une rencontre avec Enrico Macias qui dégénère vite sous les yeux de Daniel Echter. Je suis contre les fascistes, je m'élève contre les fascistes. Et si vous êtes un fasciste, il faut le clamer. Il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas avoir honte. Vous êtes un fasciste honteux. Le marché du Pont du Las à Toulon, c'est un peu l'un des fiefs du Front National qui supporte mal la présence d'Enrico Macias, figure emblématique des Pieds Noirs. Enrico Macias est sur la liste tapis dans le Var, ce qui équivaut pour le Front National à une véritable trahison. Jean-Marie Le Pen ayant depuis longtemps courtisé les électeurs Pieds Noirs, d'où la campagne houleuse. Talonnée encore par le Front National dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'opposition a tout fait hier soir pour gagner des points et remobiliser ses électeurs. Pour son dernier meeting, Jean-Claude Gaudin était donc très entouré. Tous les ténors de l'opposition étaient venus le soutenir pour cette élection symbole. Jérôme Catala et Marc Doux étaient sur place. Charles Pasqua, Alain Juppé, Bernard Pons et François Léotard, pas moins de 4 anciens ministres du gouvernement Chirac, étaient venus hier soir soutenir Jean-Claude Gaudin lors de son dernier grand meeting de campagne. Chacun dans son rôle, le secrétaire général du RPR a refusé par avance un éventuel retour de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives. Charles Pasqua, lui, s'est longuement adressé aux électeurs du Front National en leur demandant de rejeter les idées de Jean-Marie Le Pen et de voter utile, c'est-à-dire pour l'union de l'opposition. Jean-Claude Gaudin, enfin, s'est exprimé dans un registre plus régional. Défense de son bilan à la présidence de la région, mais surtout attaque contre Bernard Tapie, notamment quant à la possible réouverture des chantiers navals de la Ciotat, une opération strictement électoraliste selon lui, menée par Pierre Bérégovoy. Ce ministre de l'économie et des finances se transformer en Tartuffe et en Ponce Pilate pour aider Tapie, pilleur d'épaves, déguisé en pêcheur de voix du Parti communiste. Au-delà des élections régionales, les ténors de l'opposition ont insisté sur l'autre enjeu du dimanche prochain, préparer la future alternance de 1993. Dernier rendez-vous de campagne aussi pour Brice Lalonde aujourd'hui à Paris, le leader de Génération Écologique qui espère que son mouvement sera conforté par le scrutin de dimanche. Le ministre de l'Environnement continue d'ailleurs de prendre ses distances avec le PS. Laurence Bobillier, Marie-Hélène Roqueton. Autour de Brice Lalonde, des candidats Génération Écologie. Certains sont célèbres, comme le professeur Minkowski, mais aujourd'hui le leader du mouvement voulait une nouvelle fois marquer son indépendance vis-à-vis du Parti Socialiste. Il avait donc aussi réuni d'autres candidats moins célèbres, mais plus inattendus, comme un chasseur, un pêcheur et même un ancien RPR. Moi, par exemple, je ne serais pas. Certains chasseurs ont un comportement qui justifie qu'ils soient la cible des écologistes. Mais moi, je ne considère pas que ce soit des chasseurs dignes de ce nom. Je suis devenu pêcheur prédateur peut-être au départ, après pêcheur gestionnaire, et puis ensuite, maintenant, je me considère pêcheur écologiste. Vous avez complètement oublié vos amis du RPR, alors? Pas du tout, j'ai encore d'excellents amis, et je compte bien les garder. Côté Alliance, les écologistes sont courtisés. Brice Lalonde le sait, mais il entend rester ferme. Depuis quelques jours, tous les responsables politiques me font des mises en demeure. Alors, monsieur Lalonde, quand est-ce que vous démissionnez? Alors, monsieur Lalonde, quand est-ce que vous prenez position? Je travaille pour l'avenir de ce pays avec mes amis défenseurs de l'environnement et je compte continuer. Je suis d'accord pour les alliances, sur des programmes, à condition qu'on respecte mon indépendance. À 3 jours du scrutin, il est de plus en plus difficile pour Brice Lalonde d'être à la fois ministre et leader d'un mouvement écologiste. À l'étranger, l'Afrique du Sud entre aujourd'hui dans une nouvelle ère, celle du partage du pouvoir avec la population noire, celle aussi de la respectabilité vis-à-vis de la communauté internationale. Depuis longtemps, Pretoria était officiellement boycotté par les milieux d'affaires. Les derniers verrous vont peut-être bientôt sauter. Le pays est dans une crise économique si grave qu'il l'espère ardemment. Marie-Odile Pagnel. Soulagement et optimisme dans les milieux d'affaires sud-africains.
Avant le référendum, l'économie tournait au ralenti dans l'attente des résultats. Boursiers et industriels soutenaient le président de Clerc et la toute-puissante compagnie anglo-américaine finançait même la campagne en faveur du oui. Oui pour relancer l'économie en crise, oui pour éviter de nouvelles sanctions économiques de la communauté internationale. Aujourd'hui, la bourse de Johannesburg est à la hausse. Les pays étrangers ont pour la plupart levé leurs embargos et relancent leurs relations commerciales avec l'Afrique du Sud. Reste encore en place le blocus sur les produits pétroliers, les armes et les technologies nucléaires imposées par l'ONU. Ce matin, le Portugal, qui assure la présidence de la CE, a proposé à ses partenaires la levée de sanctions. Un peu tôt, estime pour sa part Nelson Mandela, qui demande aux Occidentaux d'attendre que le processus démocratique soit irréversible, qu'un gouvernement intérimaire multiracial soit mis en place. Difficile pourtant de réfréner les ardeurs d'industriels en quête de nouveaux marchés et qui n'ont souvent pas attendu la fin de l'apartheid pour se placer sur l'échiquier économique sud-africain. Un Telex en urgent nous apprend à l'instant que Washington demande officiellement à l'ONU un embargo aérien contre la Libye. Dans le même temps, elle conseille à tous les ressortissants américains de quitter ce pays. Un embargo demandé à la suite de l'attentat de Lockerbie et du refus du colonel Kadhafi de livrer des suspects. L'URSS est morte, la CEI va-t-elle être enterrée? Réunion décisive demain à Kiev où les 11 républiques tenteront à nouveau de s'entendre sur le nucléaire ou la défense. Une fois de plus, l'Ukraine s'opposera sûrement à la Russie de Boris Yeltsin. Les deux frères ennemis se déchirent depuis des mois. Pourtant, en Ukraine, Russes et autochtones vivent ensemble sans problème, pour le meilleur et pour le pire. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Verdeau et Jean-Jacques Ledeuil. Le rituel de la préparation du thé chez les Dronov. Larissa est ukrainienne, son mari Anatoly est russe. Ancien commandant dans les forces stratégiques soviétiques, aujourd'hui à la retraite. Anatoly a servi un peu partout. Caucase, Biélorussie, Pays-Baltes. Comme la plupart de ses compatriotes, il se sent chez lui à Kiev. Le vieux tourne-disque égrène une romance ukrainienne. Les rivalités politiques entre républiques n'affectent pas la famille des Dronov. Vous savez, les difficultés économiques sont les mêmes pour nos deux peuples. Ceci est lié à la disparition brutale de l'Empire, mais nous allons surmonter cela et vivre ensemble. Anatoly n'est ni nostalgique, ni conservateur. Si le but de ces promenades concerne parfois le mausolée de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, c'est essentiellement par souci de préserver la mémoire. Lors du putsch, Anatoly a pris conscience que l'Ukraine devait devenir une nation indépendante avec ses propres forces armées, bref, trouver sa propre voie. Ce n'est pas l'effondrement de l'Empire que je regrette, même si tout cela, je l'ai vécu dans la douleur comme une tragédie. Non, ce que je souhaite à présent, c'est que l'union revienne entre les républiques. Sur l'avenir de la communauté des États indépendants, Anatoly ne se prononce pas. Ici, au bord du Dniepr, à côté de la statue qui symbolise l'amitié russo-ukrainienne, il fait le pari de la raison. La montée du nationalisme était inévitable. On peut la qualifier de maladie infantile liée à l'apparition de nouveaux États. Mais avec le temps et le progrès économique, tout cela disparaîtra. Pour la première fois aujourd'hui en Algérie, la presse a salué 30 ans après la signature des accords d'Évian. Le 18 mars 1962, ces accords mettaient fin à une guerre de plus de 8 ans. Une guerre qui a laissé bien sûr des cicatrices en Algérie, mais aussi en France, même si l'on en parle peu. Voici le témoignage de deux anciens combattants, tous deux appelés à l'époque. Le reportage est signé Anil Al-Marcha et Bernard Thébault. Lorsque les négociateurs d'Évian mettent la dernière main aux accords de cessez-le-feu, l'État ne parle pas de guerre. Officiellement, Français et Algériens mettent fin à 8 années d'opérations de maintien de l'ordre. 3 millions de soldats français y ont participé. 30 000 d'entre eux n'en sont jamais revenus, morts à l'âge de 20 ans. Bruno Tibaldi et René Marinassi sont de ceux qui ont eu de la chance. Ils travaillent dans la même entreprise depuis longtemps, mais n'évoquent presque pas cette époque. Pourtant, chaque année, ils se rendent à la cérémonie de souvenir. Bien pour que, ma foi, comment dire, on se souvienne de cette date qui a été cessez-le-feu.
une guerre que enfin, personne n'avait désirée, hein, personne ne voulait. Garde à vous! À l'époque, la guerre était loin d'être médiatisée comme aujourd'hui. Même les morts étaient inconnus. On les débarquait au bout des quais de Marseille pour que la population ne les voie pas. Autrement dit, c'était une guerre clandestine et même les morts étaient clandestins. L'Algérie, ceux qui en sont revenus en parlent très peu. Pourtant, 2 années de leur vie sont restées là-bas, de l'autre côté. Patrick Sabatier reste silencieux au lendemain de son inculpation et de celle de sa femme pour complicité d'escroquerie et exercice illégal de la médecine. L'animateur de TF1 ne fait pas de commentaires. Dans l'une de ses émissions, il avait donné la parole à un guérisseur qui s'est révélé après être un escroc. Plusieurs familles ont été victimes de ce mage qui promettait des guérisons en se servant de la télévision. Dominique Dumas, Marc Félix. Voici la photo de Philippe Gouez, en haut à droite sur cette page publiée aujourd'hui dans Le Parisien. Ce pseudomage a trompé tout le monde, y compris cette famille près de Béziers. Cela se passait le 28 décembre 90, à l'occasion de l'émission Si on se disait tout. Pour Nicole Lefray, qui voulait soigner sa fille Virginie, atteinte d'un cancer, tous les moyens étaient bons. On voulait à tout prix que M. Gouez la voie à ce moment-là. Et avant, il nous a dit de réfléchir parce que la consultation était très chère. Mais que cet argent-là, a bien spécifié qu'il n'allait pas à M. Gouez. Aller au comité d'éthique des médecines parallèles. Le pseudo-guérisseur est en fuite. Plus d'1 an après la diffusion de l'émission, les coproducteurs Patrick Sabatier et son épouse sont inculpés. L'avocat de l'animateur affirme que Patrick Sabatier a trop fait confiance. Lui aussi a été trompé. Il ignorait totalement que la probité ou la moralité de ce guérisseur pouvait être suspectée. Lorsqu'il a présenté cette émission, et j'entends préciser qu'il ne l'a pas organisée et qu'il y avait derrière des gens qui étaient là pour s'assurer et vérifier de la moralité de cet individu, de sa probité, il a simplement fait une émission en présence de gens qui étaient des témoins et qui certifiaient des talents de monsieur Gouez. L'avocate, seule habilitée à répondre, ajoute que contrairement à ce qui avait été dit, Patrick Sabatier avait répondu à la convocation du juge. Une affaire qui met en relief la difficulté pour les vedettes de maîtriser le pouvoir médiatique. Les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales, Christine Lenief. 5 morts dans une collision hier près de Lisieux sur la nationale 13. Une voiture de tourisme s'est encastrée sous un minibus. On ignore encore les raisons de l'accident, peut-être une défaillance mécanique. Les victimes, 4 adultes et un bébé, passagers de la voiture, étaient tous membres de la même famille. Le chauffeur du bus a été légèrement blessé. La situation est toujours bloquée au poste frontière du nord de la France suite à la grève des douaniers français. Barrage levé en revanche aux frontières franco-espagnoles de Biriatou et de Hendaye. Hier, les transporteurs avaient bloqué la circulation, provoquant un bouchon de 8 km. Motif, les grèves successives des transitaires en douane. Soulagement pour les riverains du quartier de la gare d'Aix-les-Bains. Hier soir, le convoi de 7 wagons contenant des produits dangereux, inflammables et toxiques a été enfin dégagé. Il aura fallu plus de 7 heures à la centaine de spécialistes dépêchés sur place pour transporter ce chargement de tous les dangers. Les citernes ont été dirigées vers Culose pour être dépotées. Le trafic voyageurs en gare d'Aix-les-Bains sera rétabli samedi. Démontage du vitrail de la cathédrale d'Angers, non pour un nettoyage, mais pour un voyage à l'exposition universelle de Séville. Le vitrail du XIIe siècle sera accompagné par d'autres pièces de musée et notamment par la célèbre tenture de l'Apocalypse conservée au château d'Angers. Le sport se résume à 2 cocoricots aujourd'hui. Le premier pour Carole Merle. La skieuse française a remporté ce matin le Super G de Crans-Montana en Suisse. Elle est donc première au classement général et définitif de la Coupe du Monde. C'est la 4e fois qu'elle remporte ce trophée. De quoi se faire excuser ces petites imperfections. Aux Jeux Olympiques, vous voyez, elle était parfaite. Carole Merle a donc la Coupe du Monde. Le deuxième cocorico, c'est pour Monaco. Monaco qui s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Les Monégasques ont battu Rome 1-0. Paul Amar dirait bravo. Serge Gian. C'était le grand soir de Gilles Ruy Barros. Avec ses qualités de dribbleur et sa vision du jeu, le petit Portugais a constitué un perpétuel danger pour la défense romaine. Dernière minute de la première période. Centre de Luxonor, tête de Ruy Barros, 1-0 pour Monaco.
Les défenseurs italiens ne pensaient pas qu'un joueur d'1,59 m pouvait leur inscrire un but de la tête. Les 45 dernières minutes vont être dures pour les nerfs. Comme au match aller, Rui Barros va voir son tir repoussé par le poteau. La chance est avec Zinetti, mais les prières italiennes resteront toujours sans réponse. L'AS Roma manque d'inspiration et en fin de partie, c'est Rui Barros qui est une nouvelle fois tout près du deuxième but. Après 90 minutes d'un long suspense, l'arbitre siffle la fin du match. Je pense que c'est une reconnaissance de la qualité du travail dans le club. Et sur 3 ans, nous avons été 2 fois en demi-finale, c'est quand même pas par hasard. Qui de Bruges, Feyenoord ou du Werder de Brême rencontrera Monaco en demi-finale? Réponse demain vers midi. David et Goliath revu et corrigé par le milieu de l'édition. David et Goliath, main dans la main pour le bien du livre. David, c'est Viviane Ami, une éditrice version petite main. Goliath, c'est Le Seuil, un géant de l'édition. Comment rêver plus belle histoire pour l'ouverture du Salon du Livre? C'est Claude Gleeman et Hervé Gutmann qui vous la racontent. Ariel, vous voulez un peu de thé? J'habite un appartement qui fait 60 mètres carrés pour éviter d'avoir les frais d'un loyer. Donc j'ai complètement, la maison d'édition a complètement vampirisé, c'est-à-dire la maison d'édition est complètement impérialiste, c'est-à-dire que mon appartement n'est plus un appartement. Artisan familial, ici elles sont 2 dans le monde industriel du livre, Viviane Ami a démarré sa maison avec 500 000 francs. Elle publie 11 livres par an pour un chiffre d'affaires d'1 million de francs environ. Longtemps attachée de presse, Viviane Ami est le type même du jeune chef d'entreprise minuscule doté d'un bon sens économique. Je savais dès le départ que la dimension économique était fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a la passion, il y a l'artisanat, mais il y a la dimension économique. Une entreprise éditoriale est une entreprise qui doit générer des bénéfices. Mais ce petit pion est distribué par un mastodonte, excusez du peu, c'est Le Seuil qui diffuse Viviane Ami. Goût du paradoxe ou quoi? On fait aussi comme diffuseur un pari sur son avenir, un pari sur elle. Viviane a 2 qualités qui sont rares, mais 2 qualités qui font un bon éditeur, c'est la curiosité et le charisme. Je crois que c'est quelqu'un qui sait faire passer ses messages, qui sait travailler avec ses auteurs, qui a une curiosité dans des secteurs que nous n'abordons pas. En particulier, Viviane Ami sélectionne des auteurs des pays de l'Est, Hongrie, Russie, mais aussi de la littérature française d'inconnus qui ont déjà décroché des prix. Il faut trouver cette rencontre très difficile entre la société dans laquelle nous vivons et justement ce besoin essentiel de l'homme, ce besoin essentiel du lecteur, ce besoin essentiel du curieux, de l'inquiet qu'est le lecteur. Moi, je suis une lectrice, je suis curieuse, je suis inquiète de l'autre. Et le livre, c'est le moyen, et je ne crois pas, jamais, jamais le livre ne disparaîtra. Grâce au laboratoire de Viviane Ami et de ses semblables, Gutenberg a encore de l'avenir devant lui. La 3 vous offre un programme exceptionnel ce soir à l'occasion de la sortie du film de Pierre Schonderfer, Dien Bien Phu. À 20h45, Le Crabe-Tambour, l'un de ses précédents films. Et à 23h10, La Mémoire et l'Oubli, un film sur la guerre d'Indochine réalisé à l'aide d'images d'archives de l'armée. Tout de suite, un extrait de ce document. En fait, la guerre. Tout simplement la guerre. Guerre de reconquête. Juste avant ce document à 22h47, soir 3 présenté par Marc Hautement. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir.